Sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé ou sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. Vous avez notamment Alpha Baldé et François Manardo qui m'accompagnent ce soir dans les débats. Messieurs, avant de recevoir Gaël Angoula, tout à l'heure on s'intéressera à vos avis tranchés, notamment celui d'Alpha. Faut-il s'inquiéter pour le Barça? C'est vrai que le Barça galère un petit peu à recruter cette intersaison. Il y avait déjà des quotidiens catalans qui s'en étaient un petit peu inquiétés eux-mêmes. Et voilà. Galère à recruter, un budget un petit peu serré pour le mercato, et on dirait que la Masia ça panne un petit peu. Donc le centre de formation, d'où sortent toutes les pépites de la génération dorée du. Il faut s'inquiéter ou pas? Je pose la question. On en parlera tout à l'heure. Toi, dans ton avis tranché, François, tu reviendras sur Oscar Garcia, l'entraîneur des Saint-Etienne, qui, tu nous le dis, a les moyens de ses ambitions. Tu nous parleras de tout ça. J'espère qu'il les aura, mais il a des ambitions et il les affiche, et voilà, il montre un petit peu une voie, une direction. C'est bien. Messieurs, dames, même au 32-16 sur le hashtag RMC Live, je vous avais promis de parler donc de ce destin assez incroyable, de cette trajectoire improbable. L'after reçoit ce soir Gaël Angoula, ancien milieu défensif. Il a connu une adolescence dans les quartiers difficiles du Havre. Il est passé par la case prison, et c'est là, alors qu'il est incarcéré, que sa carrière va décoller à force d'entraînement. Une main tendue va lui permettre de faire ses débuts sur les terrains. Une carrière pro d'une petite dizaine d'années, avec des passages à Bastia notamment, on va y revenir, à Angers et à Nîmes, avant de décider de se reconvertir comme arbitre de foot. Bonsoir Gaël Angoula. Bonsoir. Et merci d'être dans l'after. Justement, avant de parler de cette reconversion, je pense que c'est peut-être important pour mieux la comprendre, de parler de votre passé. Vous en cachez pas, je le disais, vous avez vécu une adolescence tumultueuse où finalement c'était plus la boxe taille, votre truc, c'est ça? Ouais, c'est vrai que j'ai pratiqué pas mal de sports de combat dans un premier temps, et par la suite le foot. Mais le foot a toujours pris une part importante dans ma vie, dans le sens où avec les copains on jouait toujours au foot, soit au foot en salle ou en bas dans le quartier. Ça nous permettait de nous réunir et de passer de bons moments. Je le disais, la maison d'arrêt de Rouen, dans votre présentation, c'est là que tout commence pour vous, en tout cas footballistiquement, les choses sérieuses en tout cas, c'est là où vous avez eu une main tendue. Oui, pour moi, ça a été un élément déclencheur pour ma vie d'homme en tant qu'homme surtout. Donc j'ai eu la chance qu'on m'ait donné, qu'on m'ait tendu la main pour pouvoir me remettre dans le droit chemin, et cette chance-là, je l'ai saisie et je l'ai croquée à pleines dents, ce qui m'a permis par la suite d'enquiller sur le monde amateur dans un premier temps. Gaël, bonsoir. Bonsoir Gaël. J'ai eu plusieurs questions. La première, alors vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Vous êtes F2, F3? Je suis actuellement candidat au grade de fédéral, donc fédéral 4. Là, on parle de l'arbitrage. On va y revenir après. D'accord, si vous voulez bien, messieurs. On reste d'abord sur la pour mieux comprendre. Tu vois, je fais une interview évolutive. On monte en puissance. François va droit au but, en fait. C'est un homme des instants. François va droit au but, c'est ça. Gaël Angoula, je vous le disais, on parlait de votre carrière de foot. Vous avez notamment joué à Bastia au moment où le club était au plus mal, entre 2010 et 2013. Et vous racontez, je crois, qu'au moment où vous arrivez à Bastia, il n'y a que 6 joueurs dans l'effectif, c'est ça? Ouais. Exactement, il reste 6 joueurs, pas d'entraîneur. J'arrive pour signer mon contrat alors que Frédéric Hans visite avec sa femme les installations. Donc ce jour-là, je signe mon contrat, et bizarrement, Bastia était dans la même position qu'actuellement, rétrogradé par la DNCG, pardon. Et donc on était parti pour repartir en CFA au lieu du national. Et moi j'ai tenu mon engagement, j'avais quand même signé, je ne savais pas de quoi demain était fait, mais j'ai vite senti un engouement autour de ce club qui a fait qu'on a réussi à être maintenu en national et repartir et passer de merveilleux moments. C'est là que vous découvrez la Ligue 1, je crois, c'est ça, 2 ans plus tard, hein? C'est ça, en fait, je découvre déjà le monde pro grâce à ce club, et la Ligue 1 2 ans plus tard, suite à une montée de National en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1 consécutivement. Et il y a notamment un garçon qu'on connaît bien ici dans l'after, et que nos auditeurs connaissent bien, avec qui vous allez jouer à ce moment-là, c'est Jérôme Roten. Ouais, c'est ça.
Vous racontiez, je crois, dans une émission chez nos amis de SFR Sport, une petite anecdote. Je crois que Jérôme Roten, vous aviez un échange de cadeaux à faire à un Noël, c'est ça, à Bastia? Ouais, j'étais responsable de la caisse des joueurs et on organisait donc un Noël de vestiaire qui consistait à s'offrir après un tirage au sort un cadeau à la personne qui avait été tirée. Et donc Jérôme était tombé sur moi. Et son cadeau, il m'avait offert un maillot de Coupe d'Europe du PSG, du temps où il était au PSG. Un cadeau qui m'a fait vraiment plaisir, mais le connaissant, qui m'a pas surpris. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. Ouais. Assez drôle. Dites, Gaël Angoula, vous le dites vous-même, hein, vous avez été un joueur assez rugueux sur les terrains. On va revenir à votre reconversion d'arbitre. C'est quoi? Racontez-nous un petit peu la décision, justement, quand on est rugueux sur les terrains, quand on a souvent affaire aux arbitres, de se dire, bah tiens, on va devenir justement arbitre de foot. En fait, moi, ça s'est fait progressivement. J'ai été vite répertorié dans les joueurs caractériels, on va dire. Donc, j'ai été managé d'une manière différente d'un joueur entre guillemets lambda. Donc, par les arbitres, et c'est quelque chose qui m'a attiré, qui m'a donné envie de me plonger dans l'arbitrage, de comprendre pourquoi j'étais géré différemment des autres, et donc voilà pourquoi c'est le début pour moi de l'arbitrage, puisque donc je me suis intéressé et j'ai vite compris que l'arbitre n'avait pas qu'un rôle d'arbitre sur le terrain, mais aussi avait un rôle de psychologie, de savoir à qui il avait affaire, etc. Donc c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Qui m'a vraiment attiré dès le début. Vous avez vraiment décidé d'arrêter le foot pour arbitrer, ou il était temps d'arrêter le foot au moment où vous prenez la décision? Non, j'étais encore sous contrat. Et j'ai refusé quelques offres pour pouvoir continuer l'aventure en termes de footballeur, pour me pencher là-dessus. D'ailleurs, je remercie mon dernier club, le Nîmes Olympique, qui m'a permis dès le mois de février de pouvoir me pencher sur mes études, entre guillemets, des lois du jeu, et surtout qui m'a donné la chance de pouvoir arbitrer certains matchs de la Ligue du Languedoc-Roussillon en parallèle de joueurs professionnels. Donc c'était pas rien. Donc c'est vraiment un coup de pouce qui m'ont fait, qui était bienvenu. Gaël Angoula, invité de l'After, ancien joueur pro qui est en train de se reconvertir comme arbitre. Tu as une question, François? J'en ai plusieurs, donc je voulais revenir. Donc Gaël avait déjà répondu à ma première question. Donc vous arbitrez en F4, en tant qu'F4, c'est ça? Ouais, en fait là j'ai passé mon examen théorique qui me donne le droit de montrer ce que je vaux sur le terrain afin d'être. On parle de terrain de CFA2, c'est ça à peu près? CFA, CFA2, DH. C'était en juin, hein, c'est ça l'examen théorique? Voilà, 16 et 17 jours à Clairefontaine, et c'est un examen que j'ai réussi. Et félicitations. Ouais, c'est gentil. Ouais, c'était un travail très très compliqué, mais bon, voilà, tout ça je le dois à une personne, je pense, à Monsieur Cendric Bitton. Je suis obligé de la nommer puisque c'est quelqu'un sans qui je ne serais pas là. Voilà, une deuxième main tendue qui me permet aussi de commencer une nouvelle vie. Et donc cet examen-là me donne le droit de montrer ce que je vaux sur le terrain afin de si mes prestations sont bonnes, de pouvoir être arbitre F4. Alors Gaël, je voulais savoir en premier lieu, quand vous commencez à étudier à fond les lois du jeu, est-ce que vous découvrez que finalement les joueurs de foot professionnels ignorent beaucoup de choses des règles de leur sport? Je me trouve dans une position assez bête, je vais vous dire sincèrement, parce que j'étais un joueur contestataire, un joueur à mauvais caractère, mais nous joueurs, les joueurs professionnels ont une ignorance des lois du jeu flagrante. Je sais même pas si je pense qu'on peut, sur 400 joueurs, 400 joueurs professionnels, je sais même pas s'il y a 50 joueurs qui savent qu'il y a 17 lois du jeu. Je sais même pas s'il y en a 10 qui peuvent nous donner l'intitulé des lois du jeu. Oui, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu aussi en même temps. C'est incroyable, ça, quand même. C'est dingue, mais bon. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai fait partie de cela. Mais quand j'ai pu étudier, approfondir ces lois du jeu, et j'ai pu me rendre compte qu'il y a des moments, aux yeux des arbitres, j'ai pu paraître très très bête parce que je contestais sur des choses qui font partie du règlement, quoi. Ça, c'est sûr. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Vous étiez étiqueté, comme vous le dites, joueur à fort caractère, pas très tendre avec les arbitres. Et à quel moment
qu'est-ce qui vous fait penser à devenir arbitre au fait? Parce que souvent, c'est les gens que vous réprimandez, que vous contestez beaucoup. Et à quel moment vous dites, je vais me mettre dans la position de ces gens-là pour accepter de subir tout ça, entre guillemets? Comme je l'ai dit, c'est la manière dont j'ai été géré, managé par ces arbitres. Je pense à des arbitres tels que M. Ndimi, des arbitres tels que M. Docial, M. Miguel Gori. C'est des arbitres qui m'ont managé d'une manière qui m'a donné envie. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envie de passer le cap, puisque il y a très peu de joueurs qui le font, puisque c'est quelque chose qui me paraît, peut-être pour les joueurs, c'est un peu le policier du terrain, mais moi, dès mon premier match en février, en moins de 17 excellences, j'ai vraiment pris un réel plaisir d'arbitrer, quoi. Gaël, est-ce que vous avez eu aussi envie, et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, de vous retrouver, puisque vous parliez de la dimension psychologique, et de vous retrouver face à des joueurs qui ont le même caractère que vous lorsque vous étiez pro, pour pouvoir justement voir comment les arbitres vous gérez, comment vous, avec votre caractère, vous auriez à gérer des types qui sont un peu comme vous, quoi, caractériels. Ouais, c'est des situations que j'attends avec impatience, puisque après c'est pas non plus aussi qu'au niveau. Et comment vous allez le faire? Comment je vais le faire? Il va falloir que j'aborde ça de manière déjà préparer son match, savoir à qui on a affaire. Après c'est vrai qu'au niveau amateur c'est un peu plus difficile puisque les images se font rares. Mais bon, le bouche à oreille marche pas mal entre arbitres aussi, donc préparer son match et cibler les joueurs qui peuvent poser des soucis et les gérer et à moi de préparer mon management pour que ça se passe le mieux possible. Et Gaël, alors plus précisément, en tant qu'ancien joueur, parce qu'il y a moi, je ne connais que le cas de Gaël Angoula qui fait ce chemin-là. Il y en a d'autres. C'est rare, mais il y en a d'autres. C'est extrêmement rare, mais en tant qu'ancien joueur, qu'est-ce que vous pensez qu'un ancien pro peut apporter justement dans l'arbitrage? Parce que vous parliez de la théorie de la psychologie de l'arbitre, c'est vrai, mais dans la pratique, c'est compliqué. Quand tu es seul avec 22 gugus et qu'à un moment donné, il y a une partie d'entre eux qui commence à te gueuler dessus et que tu sais que tu es filmé pour les matchs en pro et qu'il y a des présidents de club aussi qui s'y mettent à la mi-temps ou alors à la fin du match dans le vestiaire, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter en tant qu'ancien joueur à la mentalité de l'arbitre que vous allez être là dans quelques semaines? Ouais, moi, j'ai pas la prétention de penser pouvoir apporter quelque chose, mais si, quand même. Moi, non, je pense que je me suis rendu compte que c'était un métier difficile, qui demandait beaucoup d'efforts. Les arbitres sont quand même des athlètes, puisque je peux vous dire que ça court énormément un arbitre et ça se prépare énormément un arbitre. Mais j'ai pas la prétention d'apporter quelque chose. J'ai surtout envie de découvrir un nouveau monde qui reste toujours lié à ce que j'ai toujours fait, entre guillemets, le football. Et voilà, c'est surtout, je vais essayer de garder mon sens du jeu, sentir le jeu. Je pense qu'un arbitre doit sentir le jeu. Je pense qu'en tant que joueur, cette qualité-là peut aider. Donc je vais essayer je vais voir. Pour moi, ça reste quand même une inconnue. J'ai hâte de passer une saison entière et voir la suite, quoi. Gaël Angoula, ancien joueur professionnel en train de se reconvertir comme arbitre de foot et l'invité de l'after sur RMC et BFM Sport. Vous disiez c'est dur physiquement. C'est plus dur d'être arbitre ou d'être joueur finalement? Plus dur d'être joueur. Les efforts sont différents. Moi, là, actuellement, qui me prépare avec des arbitres de National et de Ligue 2 et Ligue 1. Donc, je me prépare avec eux individuellement, puisque c'est sur la région du Languedoc-Roussillon, on est pas mal fournis. Et c'est différent. Je suis content d'être passé par le foot, puisque j'ai la des rigueur aptitudes physiques, ouais. Voilà, des aptitudes physiques et surtout la rigueur de devoir se lever, faire des abdos, d'aller courir, etc. Et par contre, après, c'est un sport, c'est un entraînement souvent individuel. Donc là, actuellement, quand les autres sont pas disponibles, donc voilà, je m'entraîne avec l'arbitre aujourd'hui qui a fait Montpellier-Rodez. Donc il n'était pas là. Donc aujourd'hui, j'ai couru seul. Donc c'est différent, mais c'est plaisant. C'est plaisant. Tu gères tes horaires, tout ça, c'est plaisant. Il la voit comment les autres arbitres, votre reconversion comment ils ont accueilli ça? Comment vous avez été accueilli quelque part dans ce monde de l'arbitrage? J'ai été accueilli très d'une manière pour moi magnifique, puisque déjà je pense que la DTA et la CFA m'ont permis déjà dans un premier temps de passer cet examen. Donc pour moi ça représente quand même quelque chose, puisqu'ils auraient pu poser des conditions, poser une barrière au passage de l'examen théorique, mais ça s'est pas fait.
Donc voilà, après au niveau des confrères, je sais pas du tout, puisque je fréquente que ceux de ma ligue actuellement. Donc voilà, là j'ai un stage qui va arriver au mois d'août, le 15-16 août, sur la région de Toulouse, et qui voilà, je vais être au contact d'autres arbitres de mon niveau, de ma catégorie du moins. Et ça va être pour moi une découverte aussi. Et Gaël, quand vous faites ce choix-là de passer du monde du football sur le terrain et au monde d'arbitre, est-ce que vous pensez avoir choisi le plus dur? Parce que souvent, on voit les footballeurs partir devenir agent, devenir entraîneur. Est-ce que vous pensez avoir fait un choix plus compliqué que ceux qui vont dans d'autres domaines? Et ensuite, est-ce que vous pensez que lorsqu'on est ancien footballeur et qu'on est arbitre, vous dites que vous ne savez pas ce que vous allez apporter à ce métier, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a plus de retenue de la part des joueurs lorsqu'on est ancien footballeur pour contester des décisions ou dans certains moments difficiles des matchs? Bah peut-être que les joueurs y verront peut-être un peu plus de légitimité, mais ça je peux pas vraiment ou peut-être qu'ils te verront comme un des leurs, quoi, un truc comme ça. Ouais, mais bon, après faut aussi leur montrer que voilà, je serai le directeur de jeu. Il faut aussi mettre des barrières avec ces joueurs-là pour pas se faire manger, puisque voilà, je suis à l'heure actuelle, je suis plus joueur, je suis arbitre, et voilà, faut quand même faire la part des choses. Quand vous regardez le foot, Gaël Angoula, quand vous regardez des matchs de foot, forcément, vous avez un œil différent désormais, j'imagine. Ah oui, totalement. Ça doit être assez déstabilisant, d'ailleurs. Bah, c'est différent. En fait, depuis que je m'intéresse à l'arbitrage, et surtout depuis le début de cette année, les matchs que j'ai pu voir à la télévision, c'est un peu compliqué de se focaliser sur l'arbitre, puisque les caméras font abstraction et ils sont focalisés sur le ballon. Mais je me suis rendu plusieurs fois au Vélodrome ou à la Mosson pour voir des matchs de Ligue 1 et voir des arbitres tels que M. Bastien, M. Millot, pour voir un peu ce qu'ils donnent sur le terrain et leurs déplacements. Et c'est totalement différent. Voilà, moi maintenant j'ai un œil différent. Je regarde les déplacements de l'arbitre, j'essaie de m'imprégner de ça, pour pouvoir ensuite répéter, puisque en dehors des séances athlétiques, il y a aussi des séances de terrain. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire après la Coupe du Monde 2006 sur les arbitres. C'était l'Euro 2012. Après. Referees. Après l'Euro 2012. Exceptionnel. Il y a également eu un documentaire après la Coupe du Monde 2006 en Allemagne où c'était vraiment sur les arbitres centrés. Ça t'apporte toujours ce regard différent-là que les autres personnes ont sur le football. Et pour moi, être arbitre, vraiment, François le disait tout à l'heure, physiquement, est-ce que c'est différent? Je trouve que c'est très compliqué quand même, parce que l'arbitre, il n'a pas une zone spéciale à couvrir. Il va dans tout le terrain, partout, avoir l'œil qu'il faut. Non, pardon. Non, il trace une diagonale. Spécialiste. Oui, mais François. Attends. Gaël, vous allez réagir. Ouais, non, l'arbitre, c'est vrai qu'il n'a pas réellement de zone entre guillemets, mais c'est vrai que la lucidité, elle est importante, puisque l'arbitre peut jouer sur le score d'un match. Alors, Gaël, vous me corrigez si je me trompe, mais il n'y a pas une zone. En revanche, il y a une trajectoire, une diagonale entre les deux surfaces qui est celle qui est largement préconisée, recommandée pour que le central puisse avoir la meilleure visibilité. Toutefois, il n'a pas la meilleure visibilité, puisque dans l'arbitrage, il y a ce qu'on appelle, Gaël, vous êtes toujours avec nous, ça devient trop technique. Non, mais il va pas partout. Il va pas partout, puisque dans l'arbitrage, il y a la blind zone, la zone aveugle, qui est la zone opposée dans la surface de réparation à la diagonale de l'arbitre. C'est ça ? C'est ça, ouais. Merci. Ouais. Au revoir. Devant la surface, tu le vois quand même, à côté de la ligne. Non, il y a la blind zone, c'est vraiment quelque chose de très pour l'arbitre. On va éviter de rentrer dans les détails super techniques. On parle d'arbitrage, on est dans une émission de foot. On peut repartir sur des sujets plus terre à terre. Moi, j'avais une question importante à poser à Gaël. Finalement, Gaël, qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui, même si j'ai bien compris que vous commenciez, qu'est-ce qui vous sépare de la Ligue 2, de la Ligue 1, en tant qu'arbitre cette fois-ci, retrouver ces terrains-là? Ce qui me sépare, c'est beaucoup de boulot et qui m'attend. J'ai déjà la chance de pouvoir arbitrer en tant qu'élite régionale, ce qui me permet de faire nouvellement appelé National 3, donc du CFA2, de la CFA, de la DH ou de la DHR. Déjà pour moi, c'est énorme, mais ce qui me sépare de la Ligue 2, ça va demander beaucoup de travail et de rigueur, comme le football professionnel.
comme le joueur professionnel. Donc voilà, je suis prêt à bosser, à redoubler d'efforts pour combler le retard sur tous ces arbitres qui ont un gain d'expérience énorme. Moi j'ai une question complètement folle. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez une proposition pour aller en Chine, vous partez? Ah non, du tout, non, du tout. Comme je l'ai dit, j'étais encore sous contrat. J'ai rompu mon contrat en accord avec mon président et j'ai refusé 2 offres qui m'auraient permis de continuer ma carrière de joueur professionnel entre guillemets. Et non, c'est vraiment une chose que je veux faire et dans laquelle je suis déterminé. Non, même pour l'arbitrage, au fait, je parlais dans ce sens-là, pas footballeur professionnel. Il se mettrait en difficulté. Je me mettrai en difficulté, je vais t'arbitrer dans mon pays, ce sera déjà pas mal. Voilà. Ça serait quoi le rêve ultime, on va dire, votre rêve ultime d'arbitre? Ça va être compliqué d'arbitrer Zlatan? Non, on est en bon terme, il n'y a aucun problème. Faut rappeler que vous étiez un petit peu, on va dire, chauffer les oreilles dans un match entre Bastia et le PSG. Chauffé avec le Suédois. C'est un peu chauffé, mais bon, on s'est revu 4 ans après, l'an passé avec Angers, ça s'était bien passé. Yael, qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous allez vraiment démarrer? C'est-à-dire les aspects techniques par rapport aux lois du jeu ou la gestion de conflits avec les joueurs, voire président et entraîneur? Moi, c'est les aspects techniques. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille énormément. Donc voilà, c'est beaucoup de terrain en compagnie de mes tuteurs, que ce soit Julien Schmitt ou Cédric Bitton. Donc c'est plutôt l'aspect technique. L'aspect conflit, je redoute pas du tout, puisque je pense avoir le caractère. Voilà, j'ai pas été un joueur forcément technique, mais j'étais un meneur d'hommes. Je savais tirer les autres de par ce que je pouvais dégager, dégager sur le terrain ou par la voix. Donc non, les conflits ne me font pas peur, mais voilà, faudra les gérer différemment. Une toute dernière question, Gaël Angoula, pour gérer ces conflits. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arbitrage vidéo? Moi, je suis pour. Je suis pour. C'est une aide à l'arbitrage qui est indéniable. Voilà, on rentre dans un système où les enjeux politico-économiques et sociétaux sont hyper importants. Donc, pour moi, tout ce qui peut aider l'arbitre est le bienvenu, je pense. Merci infiniment, Gaël Angoula, d'avoir été l'invité de l'After. Merci, Gaël. Avec grand plaisir. Et bon courage. Bon courage. Il faut vraiment qu'il revienne nous voir quand il aura commencé. Parce que oui. Là, dès que vous arbitrez à Paris, vous venez sur le plateau de l'After, c'est pas une sinécure de venir. Avec grand plaisir. Allez, merci infiniment. Ciao, Gaël. Allez, au revoir. Très bonne soirée. On va faire un petit tour juste avant de faire une pause. On va faire un petit tour sur les terrains. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux joueurs, aux équipes. On est en Suisse, et oui, RMC est partout, en Suisse notamment. L'After va donc retrouver Timothée Mémon. Salut Timothée. Salut Arnaud, salut Alpha, salut François. Tu es aux côtés des Monégasques et des Marseillais pendant quelques petits jours en Suisse. Tu as vu les Monégasques cet après-midi s'imposer face à Stoke City et tu es en ce moment au plus près des Marseillais face à Fenerbahçe, c'est ça ? Absolument, j'ai vu la victoire 4-2 de Monaco face à Stoke, et puis actuellement, après 64 minutes de jeu, l'Olympique de Marseille et le Fenerbahçe sont à égalité avec une équipe de Marseille. On pourra détailler la composition un petit peu plus tard, qui à mon avis va ressembler à quelques recrues près à l'équipe qui devrait débuter contre Ostend dans quelques semaines seulement. Toute petite question Timothée, même si c'est vrai que du coup t'as pas vu le match en entier puisque pour l'instant c'est pas fini. Qui c'est qui te fait la meilleure impression? Marseille, Monaco, c'est solide quand même ce qu'ils ont fait cet après-midi. Oui, Monaco, il y a des difficultés défensives, notamment sur les côtés. La première période a été difficile pour Monaco sur les côtés de la défense. En revanche, offensivement, chaque joueur qui est arrivé a apporté clairement sa pierre à l'édifice. Des Tielemans, des Mboula sont des joueurs qui sont entrés dans le système monégasque sans aucun problème. Et les 4 buts inscrits par Monaco reflètent pleinement, alors que là on était tout près d'un superbe but de la part de Rémi Cabella, puisqu'on revient à Marseille. Actuellement, c'est Marseille-Fenerbahçe. Bref, tout à l'heure, cet après-midi, Monaco a été assez impressionnant. Les Marseillais jouent bien. À mon avis, l'adversaire de Marseille est un peu plus près que celui de Monaco, parce que Stoke semblait un petit peu à la rue physiquement. Mathieu Valbuena joue pour Fenerbahçe?
Mathieu Valbuena joue et ça n'est pas d'ailleurs la seule connaissance du championnat français puisqu'il y a par exemple Nabil Dirar qui joue du côté du Fenerbahçe. On retrouve également Simon Kjær en défense centrale. Voilà quelques joueurs que l'on connaissait bien en Ligue 1. Kameni qui a joué un peu au Havre. Ah ben merci beaucoup pour toutes ces infos, Timothée. On viendra te voir d'ici la fin de cette rencontre. Je crois qu'il reste une petite vingtaine de minutes, donc toujours 0-0 entre Marseille et Fenerbahçe, tu disais, François? Non, et Carlos Idriss Kameni, champion olympique avec le Cameroun en 2000 et qui a joué au Havre. Qu'est-ce que tu connais bien tous les effectifs? Non, je connais Kameni. Partout, non, je ne les connais pas bien partout, mais je connais Kameni. Allez, dans quelques instants, les avis tranchés dans l'after, l'avis d'Alpha sur le Barça, l'avis de François sur Saint-Etienne. Le je m'en fous pas. Et puis le quiz, vous vous inscrivez pour le quiz de l'after. Avec un correctif, monsieur Souk, par rapport au quiz d'hier soir, il faut préciser, parce qu'on va parler après l'émission. On y reviendra tout à l'heure. Oui, Parce qu'on fasse une petite pause. À tout de suite dans l'after sur RMC BFM Sport.